Est-ce qu'un métier qui gagne beaucoup d'argent te rendra vraiment heureux? Dans l'imaginaire collectif, un job de rêve, c'est un job pas très stressant, assez simple et qui gagne beaucoup. Mais d'après cette étude, il y a 5 facteurs communs qui font qu'une personne, elle est épanouie et elle se sent bien dans son travail. Et le stress et l'argent ne font pas partie de ces facteurs. Il y a 60 études qui ont été analysées, comparées et combinées et qui vont nous aider aujourd'hui à trouver notre travail idéal. Personnellement, j'ai peu d'expérience professionnelle, j'ai juste fait 1 an de stage à travers mes études d'ingénieur et c'était le pire job de ma vie. Je pourrais vous en faire une vidéo genre qu'est-ce que ça m'a appris, parce que c'est à cette période-là que j'ai commencé à lancer mon Instagram et puis plus tard ma chaîne YouTube. C'est à ce moment-là que je me suis dit il faut vraiment que je bosse pour ne pas avoir à refaire une journée de travail comme ça plus tard dans ma vie après ce stage. La plupart des gens, quand on pense à un travail de rêve, on va s'imaginer plein de jobs différents qu'on a déjà effectués ou pas et évaluer pour chacun mentalement le niveau de satisfaction qu'il apporte. Et c'est là qu'on a tort. L'introspection, elle est utile, réfléchir à ce qui nous plaît ou pas, les tâches qu'on a envie de faire chaque jour, ce pourquoi on serait heureux de se réveiller le matin. Mais il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on n'est pas toujours très bon pour percevoir et pour prévoir ce qui va nous rendre heureux. Le meilleur exemple, c'est que ça nous arrive souvent d'avoir l'impression qu'une fête, une soirée va être géniale, vraiment on l'attend avec beaucoup d'impatience. Et au final, le moment venu, c'est cool, mais c'est pas incroyable comme ce à quoi on s'attendait. Mais en plus d'avoir du mal à savoir ce qui va nous rendre heureux, on a aussi du mal à se souvenir précisément à quel point certaines expériences étaient satisfaisantes ou non. En fait, notre mémoire, elle va faire des petits tricks qui font que nos souvenirs, ils sont altérés. Comment on a perçu le moment sur le coup et le souvenir qu'on va s'en créer, ça va être 2 choses totalement différentes. Et d'ailleurs, on va souvent juger les expériences par rapport à leur fin. Imaginons, t'as passé une semaine de vacances géniale, mais à la toute fin, genre le dernier jour, il se passe une merde. T'oublies ton ordinateur portable sous le lit bien rangé, à la location et t'as déjà rendu les clés, tu loupes ton vol retour, peu importe. Et ton souvenir général de la satisfaction ressentie pendant ces vacances, il va être bien plus bas que ce que tu as vraiment perçu sur le moment. En gros, quand tu vas raconter ces vacances et quand tu vas penser à ces vacances, ton émotion, elle va être beaucoup plus négative à cause de cet incident de fin de vacances que la réalité de comment tu as perçu les vacances en tant que telles quand tu y étais. J'avais d'ailleurs lu, et j'hésitais à vous en parler parce que je n'arrive pas à retrouver cette étude, c'était il y a quelques années, il me semble en faisant des recherches pour une autre vidéo, que j'étais tombée sur une étude reliée à la perception des souvenirs et comment c'est lié à la réalité. Et dans cette étude, ça parlait d'une ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est un examen médical qui consiste à retirer un liquide cérébrospinal. Donc entre les vertèbres, en gros, on va te faire un prélèvement du liquide avec une grosse aiguille qui va dans ton dos. Apparemment, c'est assez douloureux. Et dans cette étude, il disait qu'il y avait 2 pics par rapport aux souvenirs qu'on se crée d'une expérience. Et il me semble, si je me souviens bien, que c'était au milieu de l'expérience et à la toute fin de l'expérience. Donc ça veut dire que notre souvenir de cette expérience, il va être basé sur comment c'était au milieu à peu près du temps de cette expérience et à la toute fin. Et il posait d'ailleurs une question qui est quand même une question éthique et hyper intéressante, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire durer la ponction lombaire un peu plus longtemps et rendre la fin du moment un peu plus agréable, je sais pas trop comment, mais en gros en faisant moins mal à la fin, et donc faire durer l'examen plus longtemps que nécessaire pour que le souvenir de la personne soit plus agréable. Parce que étant donné qu'on sait que la fin de cet examen, c'est ça en majorité qui va former le souvenir, la question posée c'était autant faire en sorte que cette fin d'examen, elle soit plus agréable pour rendre le souvenir du patient meilleur. Mais d'un côté, est-ce que c'est vraiment éthique? Parce que ça veut dire que tu fais durer l'examen plus longtemps que nécessaire. Mais la raison en théorie est bonne parce que c'est pour laisser un souvenir plus agréable au patient. En tout cas, que son souvenir de cet examen soit moins traumatisant. Si vous savez de quelle étude je parle, dites-moi et je la rajouterai dans la description. J'ai essayé de la trouver avec les mots-clés douleur, perception, souvenir, mais sans succès. En tout cas, ça a été montré qu'on peut pas se fier à 100% à nos souvenirs. Donc, essayons plutôt de nous fier à toutes les études qui ont été faites sur la psychologie positive, la science du bonheur et la satisfaction au travail. Un job qui paye. Il y a des foyers avec différents niveaux de revenus qui ont répondu à la question à combien sur 10 êtes-vous satisfait de votre vie? Et voici les résultats. Il se trouve qu'un foyer gagnant 50 000 $ par an va être en moyenne 1 point moins satisfait sur 10 que des foyers gagnant 210 000 $ par an. Donc même si plus d'argent apporte plus de satisfaction de vie, on voit que la différence après un certain revenu, elle est plus si grande. Une fois que tu gagnes assez bien ta vie pour répondre à tous tes besoins et t'offrir des petits moments de plaisir, des restos, des vacances par-ci par-là, la courbe de satisfaction, elle augmente beaucoup moins drastiquement. Il va donc falloir gagner beaucoup plus d'argent pour être un peu plus satisfait. En plus du niveau de satisfaction, ces personnes, elles ont aussi répondu à la question « Vous sentiez-vous heureux hier ?» qui est noté en termes de positive affect
sur la courbe que vous voyez là. Et on leur a aussi demandé de répondre s'ils étaient pas stressés, stress-free, ou pas tristes, no blues. Et là, on peut voir que les courbes sont quasiment plates après 70 000 $ par an par foyer. Donc après ce niveau de revenu, l'argent gagné, il aurait quasiment plus d'effet sur la satisfaction de tous les jours, le niveau de stress et de tristesse. Je sais qu'il y a plein d'autres études à ce sujet qui se contredisent un peu et qui se complètent. Et il me semble d'ailleurs que Cyrus North avait fait une vidéo hyper intéressante à ce sujet et vraiment que basée sur ce point-là. Là, dans cette vidéo, on s'intéresse à plusieurs facteurs de manière générale qui font qu'un job est satisfaisant ou non. Moi, j'avoue faire partie de la team qui pense que l'argent est très important et limite qu'il fait le bonheur. Pas tout seul, on est d'accord. Si t'es tout seul avec toutes tes montagnes de thunes, mais que t'as pas la santé, t'as pas de proches pour en profiter, personne avec qui le partager ou quoi, c'est sûr que t'es pas très heureux. Mais quand bien même, mon avis, c'est que l'argent participe grandement au bonheur. Un job sans stress. Alors c'est vrai que le stress, c'est pas particulièrement bon pour la santé. Donc c'est compréhensible que lorsqu'on pense à un travail de rêve, on l'imagine sans stress pour que ce soit bon pour notre santé. On l'imagine plutôt chill, plutôt tranquille et pas stressant. Mais il se trouve qu'il y a plus de facteurs que juste le stress global. Il y a premièrement le type de stress. Est-ce que c'est un stress de courte durée, qui va durer pendant une courte période et qui passe en fonction des projets, ou est-ce que ce stress, c'est un stress continu permanent, qui est toujours présent, peu importe la demande, les projets en cours, l'intensité des journées. Deuxième facteur, c'est est-ce que ce stress, il est challengeant? Est-ce qu'il provient d'une action qui est complexe, un peu difficile, mais réalisable? Ce qui apporte du coup cette motivation et cette envie d'y arriver. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement hors de notre portée, impossible à réaliser? À ce moment-là, il n'y a pas cette motivation d'y arriver parce que dans ta tête, c'est déjà sûr que c'est impossible. Un autre facteur, c'est le contrôle sur ce stress. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Est-ce que tu as le pouvoir de le changer ou pas? Et il y a aussi le groupe de soutien. Est-ce que tu as des collègues pour t'aider à le gérer, pour le partager, pour trouver des solutions ensemble? Et finalement, un dernier facteur, c'est l'état d'esprit. Est-ce que ce stress, tu le vois comme quelque chose de mauvais pour toi, de mauvais pour ta santé? Ou est-ce que tu le vois comme un challenge, une opportunité, un truc à dépasser? Tous ces facteurs vont avoir des influences sur comment tu vois ce stress au travail et donc les impacts qu'il a sur toi physiquement et mentalement. En conclusion, il faudrait donc un peu de stress pour que le projet soit challengeant, mais pas trop non plus. Si on te demande bien plus que tes capacités, ça devient anxiogène. Si on te demande bien moins que tes capacités, ça devient ennuyant. On sait maintenant qu'un job qui te rend épanoui, ça va pas forcément être celui qui te fait gagner le plus d'argent, ni celui qui a aucun stress associé, même si évidemment ça joue. Mais alors quels sont les 5 dénominateurs communs à un travail épanouissant? Premièrement, un job engageant. Quand on joue à un jeu vidéo ou qu'on traîne sur les réseaux sociaux, le contenu qu'on regarde ou les actions qu'on fait, elles sont très engageantes. Il y a plein de stimuli. On a envie de continuer à faire cette action et il y a même notre perception du temps qui change. On a l'impression qu'une heure, ça passe en 10 minutes. Apparemment, d'après la source principale de cette vidéo, il faudrait donc chercher une forme de ça dans notre travail. D'après cette source qui a fait le résumé d'une 60aine d'études sur le travail, la satisfaction, le bonheur, ça se résume en 4 choses. La liberté de choisir comment effectuer une tâche, des tâches claires avec un début et une fin précise, de la variété dans les types de tâches à faire au cours de la journée et avoir des retours positifs et négatifs pour pouvoir s'améliorer. Deuxième dénominateur commun, aider les autres. Avoir un travail meaningful, donc qui a de l'impact, de la valeur, du sens et qui est utile, apparemment ce serait un gros facteur qui rend ce travail satisfaisant et épanouissant. Il y a des études qui montrent que faire des actes de gentillesse, ça rend celui qui les exécute plus heureux, mais il a même été montré que des personnes qui donnent à la charité, ceux qui font des donations pour des associations, ils seraient même satisfaits de leur vie autant que ceux qui gagnent 2 fois plus qu'eux. Je trouve ça super drôle. Troisième dénominateur commun, un travail dans lequel tu es bon. En plus d'être primordial pour trouver un sentiment d'accomplissement et de satisfaction et augmenter ta confiance en toi, être fort à ce que tu fais, ça va aussi te permettre d'avoir de l'influence dans les autres dénominateurs communs. Ça va te permettre d'avoir des projets plus challengeants, plus engageants. Vu que t'es fort, on va te les donner à toi. D'avoir de la reconnaissance, d'être payé plus. On a vu que c'était pas une des principales raisons de satisfaction dans un travail, mais que ça jouait quand même. Donc être fort à ce que tu fais dans ton travail, en fait, c'est hyper important. Et ça doit pas forcément être quelque chose dans lequel t'es bon là tout de suite maintenant. On n'excelle pas tous dans un domaine, hein, mais ça doit être quelque chose dans lequel tu as le potentiel d'être fort, de devenir fort. Pouvoir t'améliorer rapidement et idéalement plus rapidement que la moyenne. J'en sais rien, si t'as envie d'être monteur vidéo, t'as pas besoin d'être le meilleur au montage de France là tout de suite maintenant. T'as juste besoin d'avoir cet œil créatif, de t'y connaître un peu, de t'intéresser au sujet pour rechercher des nouvelles techniques, qu'est-ce qui capte l'attention, qu'est-ce qui marche bien en ce moment, des effets de style, des transitions, j'en sais rien. Le fait d'avoir cet intérêt et d'avoir cette capacité naturelle liée à la créativité, ça va te permettre d'avoir le potentiel de t'améliorer plus rapidement que n'importe qui. Quatrième dénominateur commun, l'environnement de travail. T'as pas forcément besoin de trouver tes meilleurs amis au taf. Juste des gens à qui tu peux faire confiance et qui pourront t'aider dans des moments de rush ou dans des moments de stress si tu rencontres des problèmes. Des personnes qui peuvent te donner des retours, des conseils, des critiques positives et négatives et avec qui c'est agréable de travailler ensemble. Et c'est vrai que j'en parlais avec une amie il y a pas longtemps, c'est primordial les gens avec qui tu bosses. On disait même qu'on préférerait faire un travail qu'on aime moyen avec des gens qu'on kiffe, avec qui vraiment c'est la rigolade toute la journée,
Mais ouais, je pense que c'est limite plus important d'avoir des collègues hyper fun et avec qui tu t'entends bien, plutôt que de faire un job hyper intéressant, hyper utile pour le monde, vraiment ta passion, mais avec des gens toute la journée qui te cassent les... Non mais avec des gens qui sont sur ton dos pour te dire quoi faire, comment le faire, qui te prennent de haut. Enfin idéalement si tu peux avoir les deux c'est le top, mais du coup l'environnement de travail c'est un des dénominateurs communs à un travail épanouissant. Cinquièmement, que tu te sentes respecté. Un travail qui te semble juste, dans lequel tu estimes que tu fais pas des horaires insupportablement longues, que tu dois faire 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir, dans des transports en commun, avoir une insécurité aussi, donc l'impression que tu peux perdre ton job à tout moment, que ton patron il peut te virer et ciao. Et aussi une paie qui te semble juste. On a vu que l'argent c'était pas ce qu'il y avait de plus important pour trouver un job épanouissant, mais il faut que tu te sentes respecté, que tu trouves que ton travail il soit payé à sa juste valeur. Et si ton salaire il te semble beaucoup trop bas par rapport à ton implication, par rapport à tes résultats ou par rapport à l'argent que tu fais gagner à la boîte, bah tu te sens pas respecté et c'est pas juste pour toi. Et à ce moment-là, ce sera moins épanouissant. Maintenant qu'on a connaissance de ces 5 aspects, un job engageant, aider les autres, un travail dans lequel t'es bon, un environnement de travail cool et que ce soit respectueux de ta personne, tu peux pour plusieurs jobs ou types de travail qui t'intéressent, les noter de 1 à 10 dans ces catégories-là. Comme on a fait avec le Wheel of Life dans la vidéo 2024 sur les nouveaux objectifs, nouvelles habitudes de début d'année, etc., que tu peux retrouver ici. Noter de 1 à 10 à quel point ton travail rêvé, si c'est monteur, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, à quel point est-ce qu'il est engageant sur 10, à quel point est-ce qu'il aide les autres. Je suppose que ça dépend le type de vidéo que tu vas monter. Et tu peux noter comme ça de 1 à 10 les 5 différentes catégories. C'est un peu le potentiel que le travail a à te rendre épanoui. C'est d'après les études, bien sûr, c'est pas une science exacte. Moi, vous me connaissez, je fais beaucoup confiance à l'intuition et au feeling et à ce que tu sens et ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Je pense que tu peux trouver un job qui est hyper bien noté dans ces 5 catégories, genre pompier par exemple. Pompier, je suppose que ce serait bien noté dans les 5 catégories. Mais si t'as pas de feeling pour ce métier, ça te tente pas spécialement, bah fais-toi confiance à toi en premier. C'est pas parce que sur le papier, c'est censé être un travail qui rend épanoui que ça va te satisfaire à toi. Dans cet article, justement, il parle du métier d'actuaire, qui serait apparemment un spécialiste de la statistique et du calcul de probabilité. Apparemment, ce métier, il répond très bien aux facteurs de no stress et de gagner pas mal d'argent. Mais il y aurait seulement que 36% d'entre eux, d'actuaires, qui trouvent leur métier meaningful, et donc utile, et donc bien pour le monde de manière générale. Et dans cette étude, ils font le parallèle entre trouver son travail meaningful et le fait d'être satisfait et épanoui dans son travail. Vu qu'il y en a que 36% qui trouvent leur travail meaningful, il y en a que 36% qui trouvent leur carrière épanouissante. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment relier les deux comme ça? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un métier qui va aider les autres, qui va changer le monde, qui va être utile, qui a du sens pour se sentir épanoui dedans. C'est pour ça que je dis que suivre ses intuitions et ses sentiments, c'est la chose la plus importante, parce qu'il n'y a que toi qui sais vraiment. Ça se trouve, gagner beaucoup d'argent, en fait, c'est ta priorité numéro 1. Et ce que tu vas pouvoir t'offrir avec cet argent, les vacances, les voyages, les restos, et offrir à tes proches, ça surpassera largement d'avoir un travail qui aidera plus les autres et le monde et qui sera plus meaningful, mais qui sera moins payé. Et c'est pas forcément être une moins bonne personne. Juste, il y a que toi qui peux savoir ce qui t'épanouira le plus. Et c'est utile, je trouve, d'avoir ces facteurs communs comme ça, qui font que, d'après la science, t'es plus ou moins épanoui dans ton travail, mais la finalité, c'est qu'il y a que toi qui peux vraiment savoir. Autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de trouver le bon travail tout de suite. Contrairement aux générations de nos grands-parents et de nos parents, pour qui beaucoup ont gardé le même travail toute leur vie, nous, on va changer pas mal de fois de travail. Pour notre génération, c'est estimé qu'on va changer de travail 5 à 7 fois au cours de notre vie. Donc pas de rush, pas besoin de trouver dès le premier coup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que la non-action est toujours pire que la mauvaise action. Autrement dit, c'est toujours pire de ne rien faire que de te tromper. Donc ok, cette phrase, elle peut se débattre en fonction des contextes et des histoires, mais dans ce cas-là, je trouve qu'elle est plutôt vraie. Essaye, tente des trucs. Si t'aimes pas, t'arrêteras et tu trouveras autre chose. Et on entend souvent dire que sur le CV, ça rend pas bien, que si on voit que t'as changé d'entreprise tous les 6 mois, forcément ça rend pas bien. Ok, mais déjà, ça montre une ouverture d'esprit. Et puis deuxièmement, soyons honnêtes. Un chef qui a peur de quelqu'un qui reste peu de temps dans des entreprises, est-ce que ce serait pas un chef qui sait très bien que le travail qu'il propose et les conditions de travail qu'il propose ne sont pas assez épanouissantes pour qu'une personne y reste? Et franchement, se faire refuser un job comme ça, c'est pas forcément une grande perte, hein. C'est vrai en soi, parce que s'il sait que toi, t'as pas peur de partir d'une boîte, de repartir de zéro dans une autre, il peut se dire que le travail qu'il te propose, qui, il le sait, n'est pas hyper épanouissant, qu'il n'y a pas des conditions de travail exceptionnelles, il sait très bien que tu vas pas hésiter à partir si tu t'y plais pas. En ce moment, je lis le livre Entreprendre et réussir, donc dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le même thème professionnel, mais plus basée sur ce livre, parce qu'il y a des conseils très intéressants. En attendant, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos si ça vous intéresse, et me retrouver sur Insta et TikTok. À bientôt, ciao!